Bonsoir, Georges. Bonjour, Jean-François. Bonsoir, Maître Reynolds. Bonsoir, Jean-François. Pour vous, c'est une première sur le plateau de TVOX Actualité. Première fois. Vraiment content de vous accueillir parmi nous. Georges, tu es ici ce soir avec Maître Reynolds dans le cadre d'un dossier dans lequel Maître Reynolds, qui est avocat, vous a défendu. Puis ce dossier-là était en lien avec les ondes tampons. Un dossier dans lequel vous avez revendiqué vos droits devant la Cour et vous aviez engagé Maître Reynolds pour vous représenter. Dossier qui tombé justement là, au mois de juillet de cette année et le verdict a été défavorable. On regarde une vidéo à ce sujet et on la commente par la suite. Qu'ils soient bruyants ou silencieux, les militants anti-avortement au Québec ont perdu leur bataille. Ils devront rester à 50 mètres des cliniques s'ils veulent se faire entendre, comme le prévoit la loi, en vigueur depuis 2016. Dans son jugement, la Cour supérieure reconnaît que la loi actuelle porte atteinte à la liberté d'expression. Cependant, elle stipule que, bien qu'une atteinte aux droits de la campagne Québec Vie et de ses membres ait été démontrée, le tribunal est d'avis que les effets bénéfiques d'une protection des droits à la dignité et à la vie privée dans l'accès de services médicaux l'emportent sur les effets préjudiciables qu'elle pourrait générer. Ces femmes-là qui ont droit à ce soin de santé-là, à ce service de santé-là, se faisaient harceler, intimider sur une question qui leur appartient par rapport à leur propre choix. C'est encore quelque chose qui est tabou et puis je veux que les gens puissent venir nous voir en ne craignant pas qu'ils vont être reconnus pour leur sécurité sans se faire harceler. On accueille, c'est un simple bonjour que nous faisons. On est là pour aider la condition de la femme et notre présence tout près nous permet d'intercéder, d'offrir aux dames qui viennent à la clinique une alternative à l'avortement. Pour l'instant, le groupe évalue s'il ira ou non en appel de la décision. Peux-tu nous réexpliquer un petit peu le contexte de tout ce dossier-là avant qu'on puisse peut-être passer avec des questions à Maître Reynolds dans le dossier plus précisément? OK. Alors, nous avons pris connaissance du fait que plusieurs femmes, lorsqu'elles se faisaient avorter, étaient avortées sans leur consentement plein et entier et éclairé. C'est-à-dire que c'était sous des pressions de la famille, pressions financières, toutes sortes de pressions, puis elles se sentaient comme obligées d'aller avorter. Donc, on voulait être présent près des centres d'avortement pour offrir des alternatives. Donc, donner de l'aide aux femmes enceintes en difficulté en étant près de ces centres-là pour pouvoir justement demander si elles ont besoin d'aide, si elles ont besoin d'alternatives. C'est simplement qu'on ne veut pas faire penser que l'avortement peut être un mal pour la femme, puisqu'on ne veut pas revenir en arrière. Et on voulait être assez près des centres pour pouvoir justement être vu et entendu. Ouais. Maître Reynolds, vous étiez l'avocat qui a pris le dossier à charge concernant les ondes tampons. Quand vous avez pris le dossier à charge, pensiez-vous réellement que vous aviez une chance de gagner ce dossier-là devant les tribunaux? Une chance, peut-être, mais une mince chance, une petite chance. L'avortement est presque vu comme un droit, un droit des femmes, etc. Est-ce que vous avez été choqué ou surpris quand vous avez reçu le verdict de votre côté? En tant qu'avocat, il faut être prêt à tout. Donc, pour répondre à votre question, je n'étais pas choqué comme tel. J'étais quand même pas surpris non plus. Est-ce que ce verdict-là vient contre une certaine démocratie chez nous? Oui, je trouve que ça existe toujours. Madame la juge commence en analysant toute la preuve qui était devant elle. Elle a analysé la preuve des deux côtés. Puis, elle admet au tout début qu'un organisme comme Campagne Québec Vie a le droit de s'exprimer. C'est un droit fondamental d'expression, n'est-ce pas? Mais elle a dit, dans ce cas-ci, il faut dire aussi qu'il y avait deux individus qui, peu avant le procès, ont pénétré dans des cliniques d'avortement. Ils n'ont pas respecté les autres. Mais ces gens n'étaient pas connectés avec Campagne Québec. Ils n'étaient pas membres, ils n'avaient aucun lien. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Mais ça ne nous a pas aidés du tout, au contraire. Et puis voilà. Puis toi, Georges, c'est quoi les prochaines étapes par rapport à ce dossier-là? C'est un dossier que vous avez mis aux oubliettes, puis vous passerez au prochain appel, ou c'est un dossier dans lequel vous pensez revendiquer encore quoi que ce soit? Ce dossier-ci, précisément,
nous n'allons pas le poursuivre parce qu'il y a peu de chances que ça débouche sur une victoire. Ouais. Puis c'est très coûteux. C'est très coûteux, ce genre de choses-là. Il faut aller chercher du financement. Ce n'est pas juste quelques milliers de dollars, c'est des dizaines de milliers de dollars et plus. Donc, pour un organisme comme le nôtre, il faut vraiment faire un jugement puis dire, on a tant d'argent, est-ce qu'on veut le placer là où il y a peu de chances de gagner ou ailleurs où il y a des chances d'avoir des bons fruits, du progrès à ce niveau-là. On préfère aller auprès des jeunes dans les universités, on préfère faire des vidéos. Cet aspect juridique, je dirais, est verrouillé pour l'instant. Et la direction est mauvaise, c'est-à-dire qu'on s'en va de plus en plus vers le laïcisme, de plus en plus contre les valeurs chrétiennes sur la place publique, et donc de tenter de s'opposer à ça au plus haut niveau, quand on sait que les gens qui occupent ces postes-là sont les gens qui font la promotion de la laïcité, puis du laïcisme, puis des valeurs antichrétiennes dans la société. C'est vraiment de vraiment se diriger vers le mur, puis de s'acharner contre un mur de béton. Il faut aller là où c'est possible de faire des progrès et des gains. Oui. Maître Reynolds, on l'a dit d'entrée de jeu, Georges parle de laïcisme et vous avez plus de 55 ans de carrière à défendre les intérêts d'organisations, notamment chrétiennes. Quel a été, selon vous, le plus grand défi à relever dans ce combat-là? Bon, je dirais que le plus grand défi est le défi auquel on fait face aujourd'hui, la laïcité. Comme vous savez sans doute, la laïcité prend beaucoup d'ampleur de ce temps-ci, ça grandit, c'est de plus en plus... Présent, voilà. Oui. Si vous comparez le monde juridique d'il y a 40-50 ans avec celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'évolution du droit et de la pratique des tribunaux? Les juges, à cette époque-là, n'étaient pas nécessairement contre l'idée de la religion. Au contraire, il y en avait qui étaient quand même des défenseurs. Oui. Ouais. Et ça m'est arrivé d'obtenir des jugements qui étaient favorables. Ouais. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. À votre avis, est-ce que le droit canadien protège encore véritablement la liberté d'expression et de conscience, ou le droit canadien est devenu un genre d'outil au service d'un narratif qui est de plus en plus dominant dans notre société? Bien, vous savez sans doute que la loi sur la laïcité qui s'appelle Bill 21 se retrouve actuellement devant la Cour suprême. Oui. Ça a été contesté. Et puis, on verra là, comment la Cour suprême va trancher, mais ça devient de plus en plus difficile là, de combattre la laïcité. Quelles sont les différences les plus marquantes entre le pays de votre jeunesse, dans lequel vous avez grandi, et celui que nous voyons se transformer sous nos yeux aujourd'hui? Bien, c'est évident. Pendant ma jeunesse, au Québec, ici, l'idéologie prédominante était le catholicisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a ouvert la porte à plein de choses aujourd'hui qui nous ont éloignés de ces valeurs-là chrétiennes. Ouais. Comment analysez-vous la place de la foi chrétienne dans la société canadienne d'aujourd'hui comparativement à l'époque où vous avez débuté votre carrière? Il n'y a pas grand place que je peux voir, là. C'est surtout la laïcité qui prend la place de la foi d'autrefois. Comment on arrive à pratiquer le droit dans un environnement autant hostile quand on a des convictions chrétiennes puis on veut les défendre sur la place publique? Il faut qu'on soit convaincu de la vérité d'abord, de ce qu'on croit. Ouais. Écoutez, il n'y a pas... en tout cas, jusqu'à date, là, nos droits ne sont pas nécessairement contraires à la foi, sauf dernièrement avec la loi sur la laïcité qui devient de plus en plus ouvertement contre, n'est-ce pas, toute espèce de expression religieuse. Oui. Vous n'êtes pas sans le savoir, Maître Reynolds, le Québec se penche actuellement sur un volumineux document de 288 pages sur la laïcité, dans lequel on retrouve notamment 50 recommandations, dont plus ou moins une dizaine, une douzaine, vient littéralement faire la guerre à des valeurs chrétiennes. Selon vous,
est-ce un véritable exercice d'équilibre pour respecter toutes les convictions ou c'est peut-être plus une tentative de marginaliser encore davantage le christianisme dans l'espace public? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui. Il y a une nouvelle idéologie qui plane, une nouvelle qui s'appelle la laïcité. Puis ceux qui sont derrière ça utilisent tous les moyens possibles pour avancer leur idéologie. Ouais. Justement, cette laïcité-là ne contrevient-elle pas à une certaine démocratie ou à une certaine charte canadienne des droits et libertés dont on dit dans ce document-là que ce qui est numéro 1, c'est la primauté de Dieu? Oui, effectivement. Effectivement. Il y a cette confrontation de valeurs évidente, oui. Comment qu'on peut laisser aller puis laisser passer quelque chose qui est contraire à ce qu'on retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Charte québécoise? On ne peut pas le laisser aller. Il faut ceux qui ont des croyances, il faut qu'ils se lèvent debout puis avancer leur point de vue. Ouais. Quelles sont les alternatives alors en matière de faire avancer nos points de vue contre un Goliath du laïcisme qui s'érige dans notre pays? Ben, c'est de contester. C'est de contester à tout moment possible, par tous les moyens possibles. Et je pense que les gens de foi, là, les chrétiens de toute dénomination, commencent justement à le faire. Oui. Est-ce qu'il est peu trop tard ou c'est encore le temps de le faire selon vous? J'espère que ce n'est pas trop tard. Oui. Ouais. Oui. Georges, qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez Maître Reynolds de ton côté? Bien, c'est sa foi d'abord. Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est un homme de prière. C'est un homme qui fait partie de l'Alliance pour les chrétiens en droit. Ouais. Un membre fondateur de cet organisme-là qui a lui-même aidé à fonder il y a 45 ans. Mm-hmm. Donc, c'est un regroupement de chrétiens en droit. Puis en plus, c'est important que les gens continuent à s'investir dans le droit parce que les juges et les législateurs d'aujourd'hui qui poussent le laïcisme, ils étaient avocats anciennement. Puis donc, on a besoin d'avocats chrétiens pour faire pencher la balance. Ouais. Maintenant, ça va prendre du temps. Maintenant, un avocat de 20 ans aujourd'hui, ça va prendre peut-être 20 ans, 25 ans avant qu'il devienne juge, mais un jour, ça peut arriver et ensuite, on peut renverser les choses, comme aux États-Unis. Roe v. Wade, ce qui a permis l'avortement partout, a été renversé 50 ans après. Mais là, peut-être que le laïcisme va être renversé par un futur juge chrétien dans 20 ans, peut-être, ou j'espère plus rapidement. Donc, Maître Reynolds je dirais, a planté les graines pour l'avenir à travers cet organisme, Alliance pour les chrétiens en droit. Et aussi, c'est un homme qui a été responsable pour les déjeuners de prière avec des avocats, donc il a essayé de garder la foi aussi dans les avocats, de rencontrer ses collègues régulièrement, parce que c'est un milieu qui est très, je dirais, hostile à la foi. Quand il y a des gens constamment qui disent que vous êtes anti-choix, puis qu'il y a des avocats de l'autre parti qui parlent d'anti-choix et d'extrême droite et de tout cela. Et Maître Reynolds, il navigue à travers ça avec sérénité et avec constance. Alors, un homme très admirable à ce niveau-là. La persévérance aussi. Il n'a jamais changé de direction. C'est toujours tout droit vers le but. Donc, pour cela, je lui donne beaucoup de reconnaissance. Aussi, il nous a aidé à trouver du financement pour notre cause. Ouais. Donc, quelqu'un avec des connexions qui peut aider les groupes à trouver du financement parce que ça n'arrive pas de nulle part, le financement pour de dizaines de milliers pour poursuivre le gouvernement pour ses lois injustes. Ça prend quelqu'un qui a des ressources. Maître Reynolds, en terminant, est-ce que vous trouvez que c'est utopique de voir des jeunes aujourd'hui intégrer, des jeunes chrétiens qui iraient comme juristes, intégrer une carrière en droit, alors que de plus en plus, on cherche à bâillonner ou contrôler le narratif? Non, c'est pas utopique. Au contraire, j'aimerais bien encourager des jeunes chrétiens de se diriger vers le droit. Ouais. Pourquoi avoir choisi le droit il y a 56 ans? Bien, justement parce que j'ai été convaincu que Dieu m'appelait vers cette profession. Oui. Il m'a d'abord convaincu de le faire, puis ensuite il m'a dirigé au cours de cette carrière-là. J'en suis très, très reconnaissant.
Maître Reynolds, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Puis on se dit à la prochaine. Merci.